quelque sorte avec cette polémique, parce qu'on le disait un peu éteint, un peu lisse. Non, quand il a des choses à dire, il le dit. Le Trump a dit que c'était un pape faible. Pour lui, les États-Unis, ça représente quoi autre que sa patrie d'origine? Les États-Unis, pour le pape, c'est d'abord l'Église américaine, et c'est la position d'une Église catholique dans une société très avancée, très technologisée, digitalisée, en tout cas une société très moderne, où l'on pense d'ailleurs en Europe, on se dit, mais en Europe, on finit par penser que l'Église n'a plus rien à dire dans les sociétés modernes. Le contre-exemple, ce sont les États-Unis. Tout l'enjeu du christianisme aux États-Unis, qui est à la fois historique par l'immigration essentiellement irlandaise, et voilà, vous avez un pôle catholique américain plutôt démocrate, mais vous avez aussi des conservateurs qui votent républicains, et vous avez aussi toute l'arrivée de l'immigration d'Amérique latine, qui fait que le catholicisme américain aujourd'hui est à 50-50, latino-américain et anglophone. Donc on a là un laboratoire de société où l'Église catholique, dans une société ultra moderne, a son mot à dire et tient sa place, et c'est le cas. Le catholicisme américain se porte bien. Est-ce que cette polémique aussi est un casse-tête pour Mélanie? Moi, j'exagère pas tellement le fait que Mélanie ait soutenu le pape. Je dirais, en Italie, là pour le coup on est dans un autre champ culturel, l'Église fait partie des meubles, comme ici vous avez des écrans et des objets. On est... pas de crucifix. Pas de crucifix. Mais l'Église, elle est dans l'ADN de l'Italie. Donc un chef de parti, quel que soit son positionnement d'ailleurs politique, a du respect, un respect naturel pour le chef de l'Église, quel qu'il soit américain, italien ou autre. Donc elle a pris le parti, je pense qu'elle a défendu l'outrance, elle s'est attaquée à l'outrance verbale de Trump. Revenons au voyage en Algérie. Le recueillement sur la tombe de Saint-Augustin s'avère-t-il le seul but de la visite au terme de ce voyage, de ce premier voyage pontifical en terre algérienne? Je crois que le but caché de cette visite, c'était de rendre hommage aux martyrs catholiques des années terribles de l'Algérie. Puisque la petite histoire, c'est que quand Léon XIV a été élu le 8 mai 2025, le cardinal Vesco, archevêque d'Alger, l'a félicité, comme tous les cardinaux qui, avant que le pape n'apparaisse, félicitent le pape, et lui a dit, le 8 mai, c'est la date anniversaire des premiers assassinats, en 1994, d'un frère religieux français et de 2 religieuses augustiniennes de la même congrégation que le pape Léon. Il dit, si vous pouviez envisager dans vos déplacements pontificaux un voyage en Algérie, ce serait bien parce que vous avez été élu le 8 mai, donc ça a du sens. Il a répondu immédiatement oui. Donc ça, c'était vraiment le message fondamental. Venir se recueillir. Il n'a pas pu aller à Tibérine, ça a été envisagé, il n'a pas pu y aller pour des raisons politiques. Il a prié dans la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger, dans la chapelle consacrée à ces 19 martyrs qui ont été depuis béatifiés. Et c'est le sens profond, c'est-à-dire une église qui a été effectivement combattue, qui a été attaquée, qui a été assassinée en partie, parce qu'il n'y a pas beaucoup, les chrétiens algériens sont en faible nombre, 8000 catholiques, quant aux 150 000 estimés protestants évangéliques, ils vivent très mal, ils sont combattus, les églises sont fermées, donc ce n'est pas un pays de liberté. Et à travers cette petite semence d'église, en quelque sorte, c'est le sens de son homélie mardi après-midi à Annaba, la ville de Saint-Augustin, qui est vraiment là, quand on lit l'homélie, finalement, il explique à une église absolument minoritaire, presque invisible, que tout est possible pour elle et qu'elle est justement un lieu de témoignage pacifique, un lieu de témoignage dans une société qui ne la comprend pas, évidemment, parce que le christianisme et l'islam, les musulmans considèrent que les chrétiens sont des hérétiques puisqu'ils adoreraient 3 dieux avec la Trinité. Donc on est dans un milieu, je dirais presque hostile, respectueux, mais tout de même, il ne faut pas que l'Église se développe, par exemple. Elle ne peut pas se développer. Elle est comme elle est respectée comme elle est. Mais cette visite montre à la fois la capacité des chrétiens et des catholiques de dépasser les affres du passé, d'appeler les chrétiens qui sont là à être ferments dans la société, ouverts, identifiés comme chrétiens dans la société dominante musulmane, et être facteur de concorde dans une société quand même complexe, qu'est la société algérienne.
Alors, sur la question justement du ressentiment et du pardon, le pape y est revenu, et pas n'importe où, puisqu'il a été invité à s'exprimer, comme le sont toujours les chefs d'État, sur l'esplanade des Martyrs, devant ce monument construit par le régime El Felen au début des années 80 pour rendre hommage aux Moudjahidines qui sont battus contre la colonisation française. Et voici ce qu'il a déclaré à cette occasion. In this place, let us remember that God desires peace for every nation, a peace that is not merely an absence of conflict, but one that is an expression of justice and dignity. This peace, which allows us to face the future with a reconciled spirit, is possible only through forgiveness. Et le pape a ajouté qu'il fallait sortir du ressentiment. Finalement, ce pape américain, qui a parlé, souligné Xavier Driancourt à votre place lundi, en anglais, pour ne pas parler de la langue de l'ancien colonisateur, semble finalement bien connaître les subtilités des relations entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Algérie et la France. Oui, d'abord, il est bien informé. Les papes, l'Église catholique, le Vatican sont très bien informés sur la situation réelle des pays, parce qu'ils n'ont pas seulement des ambassadeurs sur place, mais ils ont un réseau de religieux, de religieuses qui font remonter de l'information, donc ils sont très au fait des tensions qui peuvent exister, en l'occurrence entre l'Algérie et la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il avance là comme c'est le sens de ses voyages pontificaux. Il n'a pas à garder sa langue dans sa poche, comme on dit un peu vulgairement. Il est là pour dire aussi, même s'il n'intervient pas directement dans la vie politique. Il enfreint quand même des tabous. Il enfreint des tabous, mais il met le doigt justement sur des plaies. C'est un peu le rôle de ces voyages pontificaux. Lui arrive, il est d'une certaine manière indépendant. Il vient saluer une église, saluer un pays, avec beaucoup de respect toujours, mais il peut dire ce qu'il veut finalement. Alors, il y a des sujets un peu plus délicats qui sont de l'ordre d'entretien privé, mais le message public qu'il a laissé à un peuple qui ne veut pas forcément l'entendre, la question du pardon, et c'est valable des deux côtés de la Méditerranée, c'est un message à double sens, évidemment, qui concernait tout à fait la France. Le ressentiment, le pardon, dépasser tout ça et avancer, c'est probablement la voie de l'avenir, c'est évidemment la voie de l'avenir, on le sait, mais combien c'est difficile, et lui ose finalement poser un problème que personne ne veut regarder en face, c'est-à-dire la question du pardon. Quelle leçon vous tirez finalement de ce voyage? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a surpris, Jean-Marie Guénon? J'étais frappé par sa sincérité, la sincérité du pape. Quand on le voit à Nabad, à la fois totalement épanoui, souriant, parce que c'est le lieu, il retrouve son père spirituel, Saint Augustin, vous en avez parlé au début de l'émission, et puis une émotion très forte. Il a ce pape qu'on disait timide, et il l'est, maintenant a pris sa stature de pape. Ensuite, il y a eu cette affaire avec le président américain, mais ça, c'est la dimension internationale de ce qu'il est maintenant, ce Léon XIV. Et là aussi, il tient la route. C'est un juriste, il s'exprime peu, mais il s'exprime juste, avec fermeté. Et on le voit maintenant prendre son pontificat, bientôt un an maintenant, a pris sa vraie stature à travers cette polémique, en l'occurrence. Et puis, une grande finesse dans ce qu'il a à dire, sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon d'avancer sur les sujets difficiles. C'est pas le style François qui était un peu rentre-dedans, si vous me permettez l'expression. Lui est beaucoup plus diplomate, tout en étant ferme. Et c'est ça un peu l'avancée du pontificat. On ne peut pas le classer à droite, à gauche. Il est dans l'Église. Et son message, et je termine là-dessus, son message spirituel, qui est pour les chrétiens, les croyants, il est vraiment profond. Il appelle à la conversion profonde, comme il l'a dit encore une fois hier à Annaba. C'est exigeant. Il n'est pas là pour faire plaisir ou pour rassurer. Il est là pour parler du Christ. Il le fait avec grandeur. Est-ce qu'il y a un style, finalement, Léon XIV, qui est un style plutôt sympathique, plutôt affable, mais qui, dans le fond, reste ferme. C'est-à-dire que ce côté lisse, ce côté peut-être faible que dénonce Donald Trump chez lui permet d'être finalement perçant ou frappant quand il le faut. Alors, sur le plan extérieur international, c'est pas le genre, il va pas faire des déclarations de ce genre souvent. Donc le côté combatif
n'est pas la dominante du pontificat. En revanche, ce pontificat, il faut le comprendre comme un pontificat tourné vers l'Église, vers l'intérieur de l'Église. Autant le pontificat de François a été pour l'extérieur, les périphéries, et de fait, il a laissé... Là, il est allé aux périphériques. Il est toujours... Périphérie, moi je dis, l'Église est partout chez elle. Elle est partout chez elle, chez les pauvres, chez les riches. On l'a vu à Monaco. Elle est partout chez elle en Afrique, en Amérique latine. Il y a plus de catholiques à Monaco qu'en Algérie. Certes, mais c'est pas tout à fait comparable. Mais en revanche, le pontificat, il est vraiment orienté vers la conversion, la reprise en main de l'Église catholique. Non pas pour